J'ai versé le poison dans le verre de mon beau-père sans une once de remords. Sentant enfin le poids des années d'humiliation se dissoudre dans ce geste précis et irrévocable. Pendant que les rires des enfants emplissaient la pièce d'une joie hypocrite. J'imaginais déjà les convulsions qui le terrasseraient. Transformant ce Noël en un sabbat familial où la mort danserait au son des chants traditionnels. Ma fille, innocente et radieuse, courait vers eux sans savoir que sa mère venait de sceller le destin de ses bourreaux masqués. Un acte de justice si tordu qu'il frôlait la poésie macabre, provoquant chez moi un frisson d'extase interdite. À la fête de Noël, les enfants de mes beaux-parents jouaient ensemble tandis que ma fille accourait pour les rejoindre. Le salon de l'appartement haussmannien, niché au cœur du 7e arrondissement de Paris, exhalait une opulence feinte qui me donnait la nausée. Les hauts plafonds ornés de stucs dorés. Les bibliothèques croulant sous les reliures en cuir des classiques français que personne n'ouvrait jamais. Et ce sapin colossal importé de Provence. Chargé d'ornements en cristal de baccarat où tout cela formait un décor parfait pour la comédie familiale. Les guirlandes électriques clignotaient en rythme avec les rires forcés, projetant des reflets écarlates sur les visages empourprés par le champagne et les non-dits accumulés comme des dettes impayées. Henri, mon beau-père, dominait la scène comme un monarque déchu. Son corps massif avachi dans un fauteuil Voltaire. Un verre de Château Margaux à la main. À 70 ans passés, il conservait encore cette aura de pouvoir usé. Forgé dans les couloirs feutrés du Quai d'Orsay où il avait gravi les échelons en piétinant des carrières. Sa voix, rauque du tabac et de l'arrogance, récitait l'anecdote rituelle de sa négociation décisive avec un ambassadeur africain, omettant bien sur les dessous de table qui avaient scellé l'affaire. À ses côtés, Claire, ma belle-mère, perchée sur le bord d'un canapé en velours, ajustait compulsivement son châle de cachemire. Ses lèvres minces pincées en un sourire qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux bleus glaciers. Elle était l'incarnation de l'élégance parisienne réfrigérée, tailleur Chanel. Coiffure impeccable chez le coiffeur de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Et un vocabulaire affûté comme une lame pour disséquer les faiblesses d'autrui. Je m'appelais Élise Moreau. Ou du moins c'est le nom que je portais encore dans cette farce tragique. À 37 ans. J'étais la survivante improbable de leur lignée. Veuve de leur fils aîné. Thomas. Emporté par un accident de voiture sur l'autoroute A6. 3 Noëls plus tôt. Thomas. L'héritier prodigue. L'avocat d'affaires qui avait osé épouser une fille de ouvrier lyonnais comme moi. Sorti du moule modeste d'une cité HLM. Notre union avait été tolérée. Un trophée pour leur salon progressiste. Mais les fissures étaient apparues dès la première visite à leur table. Élise. Ma chère. Ce foie gras est rustique, avait susurré Claire. Son regard glissant sur mon assiette comme sur une tache indélébile. Henri avait ri. Un aboiement guttural. Et Thomas avait baissé les yeux, préférant la paix à la défense de sa femme. Ce soir de 2025. Alors que la tour Eiffel scintillait au loin par la fenêtre panoramique. Je me tenais en retrait près du buffet. Un plateau de canapé à la main en rôle que Claire m'avait assigné d'office. Comme si j'étais encore la bonne d'enfant. Léa. Ma fille de 8 ans. Ses cheveux châtains en cascade et ses yeux verts hérités de son père. Se précipitaient vers ses cousins. Ces petits monstres gâtés qui la toisaient déjà de haut. Maman? Regarde le train électrique d'Édouard, s'exclama-t-elle. Son rire pur perçant le brouhaha. Édouard. Le fils cadet de leur deuxième fils. Un garnement de 10 ans qui avait déjà appris à renifler le mépris de ses grands-parents. Je souris. Un sourire mécanique. Mais intérieurement, une tempête faisait rage. Léa était mon ancre. Ma raison d'avoir attendu. D'avoir mûri ce plan comme un vin rare. Elle ne verrait rien.
Ou du moins, pas la laideur. Seulement la libération. Le poison reposait dans la carafe de cognac. Un extrait de colchicine que j'avais distillé moi-même dans mon atelier improvisé du 3e arrondissement. Guidé par des forums obscurs et des manuels de toxicologie empruntés à la Bibliothèque nationale. Inodore. Insipide. Il mimait une indigestion fatale. Cohérente avec l'âge d'Henri et ses excès notoires. J'avais testé les doses sur des simulations. Des équations griffonnées sur des carnets cachés sous mon lit. Calculant le pic d'absorption après le dîner. Pas de traces. Pas de suspect. Juste une veuve éplorée. Une fois de plus. Recueillant les miettes d'un empire familial. Henri se leva pour le toast traditionnel. Son verre brandi comme une épée. À la famille. À nos racines éternelles. Et à ceux qui nous ont quittés trop tôt. Sa voix résonna. Et tous levèrent leur coupe sauf moi. Qui remplit discrètement la sienne d'une rasade supplémentaire. Nos yeux se croisèrent un instant, les siens. Injectés de sang. Brillaient d'une supériorité bienveillante. Il but. Profondément. Ignorant le frisson qui me parcourut l'échine. À la famille, murmurai-je. Et dans ce mot, je glissai tout mon venin. Les enfants, indifférents au drame qui se nouait, se lancèrent dans une partie de cache-cache improvisée. Leurs pas martelant le parquet ciré. Claire s'approcha. Son verre de Porto à la main. Et posa une main froide sur mon bras. Élise. Tu es si pâle ce soir. Le deuil de Thomas te pèse encore? N'est-ce pas? Nous sommes là pour toi. Tu le sais. Sa voix était un sirop empoisonné. Rappelant les aides qu'il m'avait octroyées, un chèque mensuel pour Léa. Conditionné à des visites régulières. Des invitations où j'étais l'invité de seconde zone. Oui. Claire. Mais ce soir, je me sens revigoré. Comme si un chapitre se fermait enfin. Elle inclina la tête. Intriguée. Mais lorgna déjà vers le plateau de fromage. Je m'éloignai. Le cœur battant. Pour surveiller Henri. Il s'était rassis. Une main sur la poitrine. Attribuant cela à l'indigestion du festin. Bientôt. Les crampes commenceraient. Subtiles. Puis inexorables. Les souvenirs me submergeaient. Vifs comme des coups de fouet. Notre premier Noël ensemble. Thomas et moi dans cet appartement. Encore 9 mariés. Henri avait eu oublié mon cadeau. Riant de sa maladresse. Claire avait critiqué ma dinde. Trop provinciale. Et Thomas avait acquiescé pour apaiser. J'avais ravalé mes larmes dans la cuisine. Jurant en silence que ce ne serait pas éternel. Puis les sabotages, des rumeurs sur mon instabilité à l'agence. Des refus de crédit pour notre achat immobilier parce qu'Henri avait conseillé et contre. Et l'accident. Thomas. Forcé à boire par son père pour fêter une affaire. Au volant sur route glissante. Les freins sabotés. Un mécanicien corrompu par leur argent avait effacé les preuves. J'avais engagé un privé. Ex-flic de la PJ. Mais les dossiers étaient clos. La rage avait germé alors. Une graine noire dans mon âme. Arrosée par les nuits solitaires à élever Léa seule. Maintenant. Tandis que la pendule sonnait minuit. Henri pâlit. Sa respiration sifflante. Un peu de cognac. Papa, proposai-je. Versant avec une sollicitude angélique. Il accepta. Les yeux voilés de gratitude. Claire. Alerté. Le frictionna les épaules.
Les invités, des cousins éloignés et des amis de club, continuaient à causer politique, ignorant le poison qui rampait. Léa revint vers moi. Les joues rosies. Maman? C'est le meilleur Noël. Je la serrai contre moi, inhalant son odeur de vanille et d'innocence. Oui. Ma chérie. Le meilleur. Henri se leva abruptement, prétextant une migraine, et monta à l'étage. Claire le suivit, jetant un regard suspicieux. La soirée s'essouffla. Les au revoir fusèrent. Seul avec les enfants endormis sur le canapé, j'attendis le cri. Il vint, étouffé, depuis la chambre. Le rideau tombait sur le premier acte. Mon cœur, loin d'exploser, battait en rythme parfait. La vengeance n'était pas une explosion, mais une érosion lente, impitoyable. Et j'en étais l'architecte. Le lendemain matin, le soleil hivernal filtrait à travers les voilages de soie, baignant la cuisine de la rue de Grenelle d'une lumière pâle et impitoyable. Henri gisait à l'hôpital Necker, branché à des machines qui bipaient comme un compte à rebours inversé. Les médecins parlaient des insuffisances cardiaques aiguës, un terme vague pour masquer leur ignorance. Claire, les yeux rougis par des larmes de crocodile, tournait en rond dans le couloir carrelé, son téléphone collé à l'oreille pour alerter la famille élargie. C'est terrible. Si soudain. Il était en pleine forme hier soir, gémissait-elle à sa sœur, omettant bien sur les verres successifs de cognac. Je me tenais en retrait. Léa endormie contre mon épaule, feignant l'épuisement d'une nuit blanche. Intérieurement, je jubilais, le dosage avait été parfait. Juste assez pour le précipiter au bord du gouffre sans le tuer sur le champ. Il souffrirait des jours. Des semaines peut-être. Avant que la toxine ne l'emporte. Du temps pour que je savoure. La police n'était pas intervenue, un Noël familial. Une indigestion classique chez un homme de son âge. Mais j'avais anticipé, des alibis solides. Des témoins en moi-même attestant de son appétit vorace. Retour à l'appartement pour surveiller les enfants. J'arpentais les pièces, touchant du bout des doigts les bibelots qui symbolisaient leur pouvoir, la pendule Louis XV. Volée à un oncle ruiné, les photos jaunies de Thomas. Souriant. Ignorant le piège. Léa se réveilla, frottant ses yeux. « Où est papy ?» demanda-t-elle. Sa voix ténue comme un fil. « Il est fatigué. Ma puce. Les docteurs le soignent. » Elle hocha la tête, confiante. Et je la serrai fort. Ma petite guerrière en herbe. Elle ne saurait jamais que ce fatigue était mon œuvre, sculptée dans la douleur qu'il nous avait infligée. Les flashbacks me hantaient comme des spectres bienveillants. Après la mort de Thomas, Claire m'avait convoqué dans ce même salon. Un chèque à la main. Pour Léa. Bien sûr. Mais tu comprends. Élise. Nous devons veiller à son éducation. Pas de excès provinciaux. Le chèque était maigre. Conditionné à des conseils éducatifs, école privée, cours de piano, et des visites mensuelles où elle disséquait mes choix parentaux. Henri, depuis son lit d'hôpital temporaire, avait ajouté, Thomas aurait voulu que nous protégions sa fille de thé. Erreur. Erreur? Comme mon refus de signer un contrat de silence sur l'accident. Ou mes questions sur les freins trafiqués. J'avais avalé la pilule alors. Pour Léa. Mais chaque mot avait creusé un fossé plus profond dans mon âme. Maintenant. Seul dans la maison vide.
Je fouillai leurs tiroirs. Des lettres jaunies. Des relevés bancaires révélant des écarts, les aventures d'Henri avec une jeune stagiaire au ministère. Les dettes de jeu de Claire masquées par des emprunts fictifs. J'avais déjà numérisé tout cela. Des copies prêtes à être diffusées via des comptes anonymes sur les réseaux sociaux chics de Saint-Germain-des-Prés. Pas encore. Attendre que le poison fasse son œuvre. Que la culpabilité ronge Claire de l'intérieur. Elle descendit l'escalier. Pâle comme un linceul. Et s'effondra sur une chaise. Élise. Comment allons-nous faire? Il faut annuler les fêtes. Informer les enfants. Sa voix se brisa. Et pour la première fois, je vis une fêlure dans son armure. Je m'occupe de tout, répondis-je doucement, posant une tasse de thé au non empoisonné. Cette fois. Juste pour la voir trembler. Vous avez besoin de repos. Les jours suivants s'étirèrent en une lente agonie. Henri oscillait entre conscience et délire à l'hôpital, marmonnant des noms au le mien. Parfois. Dans un murmure accusateur que les infirmières attribuaient à la fièvre. Claire veillait. Dormant à peine. Son maquillage impeccable craquelant sous la fatigue. Je jouais mon rôle à la perfection, la belle-fille dévouée. Cuisinant des plats réconfortants. Organisant les visites des cousins. Mais la nuit, dans mon appartement du Marais, je revivais chaque instant. La sensation du liquide glissant dans la carafe. Le goût amer de la justice sur ma langue. La psychologie de la vengeance était une danse délicate, non pas une rage explosive, mais une dissection méthodique. J'avais lu Freud. Nietzsche. Ces géants qui disséquaient l'âme humaine aux limites. Étais-je monstrueuse? Oui. Mais il l'avait forgée ainsi. Pierre par pierre. Léa, sentant la tension, se blottissait contre moi le soir. Maman? Pourquoi grand-mère pleure? Je lui racontais des histoires de Noël passées. Omettant les ténèbres. Les adultes sont compliqués. Ma chérie. Mais l'amour gagne toujours. Mensonge pieux. Mais nécessaire. Bientôt. Quand Henri s'éteindrait. L'héritage coulerait vers moi aux clauses testamentaires que j'avais influencées subtilement via un notaire complice. Payé par mes économies d'avocate freelance. L'appartement. Les comptes. La liberté pour Léis de grandir loin de leur ombre. Un soir, Claire me confia, j'ai toujours su que tu nous en voulais. Élise. Pour Thomas. Ses yeux. Rougis. Cherchaient une absolution. Je feignis la surprise. Moi? Jamais. C'était un accident. Mais intérieurement, je riais. Le laxatif que j'avais glissé dans son bûche avait fait son effet la nuit suivante, diarrhée incontrôlable devant les invités restants. Son humiliation publique comme un premier sang versé. Elle n'avait soupçonné personne. Blâmant le stress. Maintenant. Avec Henri au bord du précipice. Sa paranoïa grandissait. Parfait. La nouvelle éclata le 24 décembre suivant. Un an jour pour jour. Henri. Après des semaines de souffrance. Rendit l'âme dans une chambre stérile. Entourée de bips mourants. Claire hurla. Un son primal qui fissura les murs de Martenu. À l'enterrement. Sous une pluie fine de Paris. Je lus l'éloge funèbre. Ma voix ferme comme l'acier. Henri était un pilier. Un homme de principe. Les murmures d'approbation fusèrent. Et Léa serra ma main. Fière. La vengeance phase 1 était accomplie. Mais Claire restait. Un fantôme à abattre.
Et mon esprit, loin d'être apaisé, affamé de plus. Les mois qui suivirent la mort d'Henri furent un balai de condoléances et de formalités. Un voile de deuil qui masquait la tempête en moi. Paris, sous son manteau de printemps précoce, semblait conspirer à la normalité, les terrasses du boulevard Saint-Germain bruissaient de rire. Les scènes scintillaient sous les ponts, indifférentes aux abysses humains. Claire s'était recluse dans l'appartement. Une ombre errante au repas solitaire. Ses perles de culture jetées négligemment sur la commode. Elle m'appelait souvent. Sa voix chevrotante au téléphone, Élise. Viens dîner. Léa me manque. Je venais. Bien sûr. Portant des gâteaux de la pâtisserie La Durée. Jouant la fille prodigue revenue au bercail. Mais chaque visite était une incursion. Un pas de plus dans son territoire miné. Léa. Maintenant en CE2 à l'école privée du quartier latin, cadeau posthume d'Henri. Ironie du sort absorbait le vide avec la résilience des enfants. Grand-père est au ciel. Avec papa, disait-elle. Dessinant des anges au crayon de couleur. Je hochais la tête, l'embrassant sur le front. Mais la nuit, les cauchemars me visitaient, Thomas agonisant sur l'asphalte. Henri riant au loin. La psychologie de la perte est un labyrinthe. M'avait appris ma thérapeute, une femme discrète du 5e. Payée en espèces. La vengeance est un mirage. Élise. Elle ne ramène pas les morts. Mensonge. Elle les vengeait. Les honorait dans le sang des coupables. Mon plan pour Claire mûrissait comme un fruit pourri. Pas de poison cette fois, trop évident après Henri. Non. Une arme plus insidieuse, la ruine sociale. Le scalpel de la réputation. J'avais compilé le dossier pendant des années, photo floue d'Henri avec sa maîtresse. Enlevé par le détective, relevé montrant les détournements de Claire au comité de charité de son église. Des fonds pour les démunis qui finissaient en croisière sur la Côte d'Azur. Et plus sombre, une lettre de Thomas. Écrite avant sa mort. Confessant les pressions familiales. Les dettes forcées pour plaire à papa. Je l'avais trouvé dans ses papiers. Caché comme un secret honteux. Un soir de mai. Lors d'un dîner intime juste nous trois. Claire, Léa et moi. Je laissai une enveloppe oubliée sur la table. Claire la trouva après mon départ. Ses mains tremblantes l'ouvrant sous la lampe du salon. Les documents se répandirent comme des feuilles mortes, preuves irréfutables de corruption. Adultère. Négligence. Elle m'appela à 2 heures du matin. Hystérique. C'est toi. Dis-moi que ce n'est pas toi. Je feignis l'incompréhension. Quoi? Claire? Parle plus clairement. Elle sanglota, accusant des ennemis invisibles. Mais le doute s'était planté. Une graine de paranoïa qui germerait vite. Les semaines suivantes. Je diffusais des bribes anonymement, un post sur un forum d'anciens du ministère. Une lettre à un journaliste du Monde spécialisé dans les scandales financiers. Les ragots enflèrent comme une marée. Claire? Invité d'honneur à un gala de charité. Fut évité, ses amis et du bridge chuchotaient dans son dos. Pauvre Claire. Avec Henri. Et maintenant ça. Elle maigrissait. Ses yeux enfoncés comme des puits secs. Lors d'une visite. Elle me confia, je sais que tu me hais. Élise. Pour Thomas. Il t'aimait. Tu sais. Mais nous. Nous pensions le protéger. Protéger? En le poussant à l'alcoolisme. En sabotant sa carrière pour qu'il reste sous leur coupe? Je souris. Sereine. Le passé est le passé.
Concentrons-nous sur Léa. Mais intérieurement, la machine tournait. J'avais rencontré un avocat. Un requin du barreau parisien. Pour contester les clauses testamentaires restantes. Henri avait laissé l'appartement à Claire à vie. Mais avec des failles, des dettes cachées que je révélais maintenant. Forçant une vente. L'argent irait à un fonds pour Léa. Géré par moi. Claire, acculée, commença à boire du Porto en secret. Ses bouteilles vides dans la corbeille. Je les vis et souris. La toxine psychologique agissait, culpabilité. Isolation. Effondrement. Léa, sentant les vents tourner, me demanda un jour, pourquoi grand-mère est triste? Je lui expliquai avec des mots simples, les adultes portent des secrets lourds. Ma chérie. Mais nous volons libres. Elle rit. Et ce son était mon oxygène. La vengeance n'était pas gratuite, elle était pour elle. Pour un avenir sans chaîne. L'été arriva. Étouffant. Et avec lui le coup de grâce. Un article dans le Figaro, héritage empoisonné, les duperies d'une famille influente. Les noms codés. Mais Claire reconnut. Elle tenta de me confronter. Débarquant chez moi rue des Francs-Bourgeois. Les yeux fous. C'est toi qui as fait ça. Pour l'argent? Pour nous détruire. Je la fis entrer. Léa chez une babysitter. Et la regarder s'effondrer sur mon canapé Ikea. Claire? Regardez-vous. Vous avez tout perdu parce que vous n'avez jamais rien donné. Les mots sortirent. Cru. Libérateur. Elle pleura. Avouant enfin, pour l'accident. Henri a payé le mécano. Thomas buvait trop. Menaçait de tout révéler sur nos affaires. La confession. Enregistrée discrètement sur mon téléphone. Était la clé finale. Je la laissai partir. Brisée. Et envoyer l'enregistrement à la PJ. Pas pour la justice légale trop lent mais pour que le poids l'écrase. Claire se retira en province. Chez une sœur indifférente. Vendant l'appartement pour peanuts. L'argent? Le mien. Via les trusts. La phase 2 achevée. Je sentis un vide béant. La vengeance avait guéri une plaie. Mais en avait ouvert mille. Étais-je libre? Ou prisonnière de mon propre poison? L'automne 2025 enveloppa Paris d'un manteau ocre et mélancolique. Les feuilles du Luxembourg craquant sous mes pas solitaires. L'appartement haussmannien était maintenant le mien. Rénové avec un minimalisme scandinave qui effaçait les fantômes, murs blancs. Meubles épurés. Pas une perle de Claire en vue. Léa s'épanouissait. Inscrite à des ateliers d'art au Louvre pour enfants. Son rire emplissant les pièces autrefois étouffées. Maman? C'est notre château maintenant, disait-elle. Et je hochais la tête. Mais la nuit, l'insomnie me rongeait. La vengeance accomplie laissait un écho creux. Comme un opéra terminé sans applaudissements. J'avais lu dans les archives de la Sorbonne sur la mélancolie du vengeur un concept psychologique où la satisfaction cède à l'abîme. Car détruire l'autre ne reconstruit pas soi. Claire appelait sporadiquement depuis sa retraite forcée à Lyon. Sa voix un murmure brisé. Élise. Je vends la vieille maison familiale. Prends ce que tu veux. Je refusai. Préférant qu'elle s'enfonce dans la misère qu'elle avait semée. Les enquêtes sur Henri avaient été classées sans suite aux corruptions prescrites. Adultère banal. Mais pour elle, l'opprobre social était pire que la prison, excommuniée de son cercle. Seule avec ses regrets. Un jour, elle avoua au téléphone, j'ai tenté de me tuer.
Élise. Des pilules. Pour rejoindre Henri. Mon cœur se serra. Non de pitié, mais de triomphe teinté de nausée. Vivez avec ça. Claire. C'est votre poison. Je raccrochai. Et pleurai pour la première fois depuis des années au pas pour elle. Pour la part de moi qu'elle avait tuée. Ma vie reprit un cours trompeur, freelance en consulting psychologique ou ironie. Aidant d'autres à naviguer leurs traumas familiaux. Dîner avec des amis du quartier. Un flirt éphémère avec un galeriste du Marais. Mais l'ombre persistait. Des rêves où Thomas me reprochait, tu es devenu comme eux. Élise. Je consultais ma thérapeute. Avouant des bribes pas le poison. Juste la rancune. La limite de l'humain est là, quand la douleur forge un monstre utile. Utile? Pour protéger Léa. Oui. Mais à quel prix? Le vrai couvain de l'intérieur. Un soir, fouillant d'anciens cartons de Thomas, je trouvai une lettre non envoyée. Adressée à moi. Ma Élise. Si tu lis ça, c'est que j'ai craqué. Père me force la main pour l'affaire offshore. Je bois pour oublier. Pardonne-moi de ne pas t'avoir protégé. Des larmes brouillèrent l'encre. Il savait. Et n'avait rien dit. La trahison ultime? Ou la preuve de son emprise sur lui aussi? La rage revint. Dirigée maintenant contre le fantôme de mon mari. La vengeance s'étendait. Circulaire? Insatiable. Léa. Intuitive. Remarqua. Maman? Tu fais des cauchemars? Je lui confiai une version édulcorée, papa avait des secrets. Mais il t'aimait. Elle dessina une famille réunie. Sans ombre. Ce geste enfantin fissura ma carapace. Peut-être était-il temps de lâcher prise. De transformer le poison en remède. J'inscrivis Léa à un camp d'été en Bretagne. Et nous partîmes. Laissant Paris derrière. Les vagues de Quiberon lavaient les saletés. Et pour la première fois, je dormis sans armes. Mais le destin. Ce farceur français. Intervint. Une lettre de Claire, je reviens à Paris. Pour Léa. Elle est aussi la mienne. La guerre n'était pas finie. Claire, rescapée de sa tentative, cherchait la rédemption via la petite fille. Je refusai la visite. Mais elle insista. Via un avocat. Les droits grands-parentaux. Cette loi absurde menaçait mon sanctuaire. La phase 3 s'amorçait, non plus destruction, mais préservation. J'engagerai le combat légal. Creusant plus profond dans la psyché collective de la famille. Paris. Avec ses avenues impitoyables. Serait le théâtre. Les audiences au tribunal de la famille. Dans le premier arrondissement. Furent un supplice raffiné. Claire. Amaigrie mais composée. Plaida l'amour. J'ai péché. Mais Léa mérite sa grand-mère. Le juge. Un homme las aux lunettes rondes. Écouta mes contre-arguments, instabilité émotionnelle. Historique toxique. Des experts psychologues défilèrent. Disséquant nos âmes comme des cadavres. Madame Moreau montre des signes de résilience post-traumatique, attesta le mien. Claire. Trouble anxieux sévère. Risque suicidaire. Victoire partielle, visite supervisée. Une fois par mois. La première rencontre. Dans un parc neutre près de la Seine. Fut un duel muet. Léa courut vers elle. Curieuse. Et Claire pleura. La serrant trop fort.
Je observais. Le cœur serré. Était-ce Clémence ou faiblesse? La petite revint. Rayonnante, elle m'a raconté des histoires de papa bébé. Ce soir-là, je bus seul. Le vin amer rappelant le poison originel. La vengeance? Je le compris. N'avait pas de fin, elle mutait. De physique à émotionnel. Un cycle infernal. Pourtant, dans ce chaos, une lueur, Léa grandissait forte. Questionnant le monde sans peur. Peut-être était-ce la vraie revanche. Non dans la chute des autres, mais dans la montée de la mienne. L'hiver 2026 frappa Paris comme une lame. Le froid s'infiltrant dans les os des vivants et des morts. Les visites supervisées de Claire devinrent une routine empoisonnée. Un balai forcé sous l'œil d'une assistante sociale aux notes maniaques. Chaque premier dimanche du mois. Au jardin du Luxembourg. Léa trottinait vers le banc peint en verre. Un panier de gâteaux à la main, ma concession. Pour adoucir l'amertume. Claire arrivait. Emmitouflée dans un manteau élimé qui trahissait sa chute. Ses cheveux grisonnants noués en un chignon négligé. Ma petite Léa, murmurait-elle. Et la fillette? Généreuse. L'embrassait sans réserve. Moi. En retrait près de la fontaine Médicis. Je notais chaque geste, les cadeaux excessifs. Les histoires édulcorées de Thomas. Les regards en coin vers moi. Plein de défis voilés. La psychologie de ces rencontres était un champ de mine. Claire cherchait l'absolution par procuration. Sauvant en Léa la grand-mère qu'elle n'avait jamais été. Raconte-moi encore papa, implorait la petite. Et Claire brodait, il était si doux. Si prometteur. Omission flagrante des colères. Des absences. Je serrais les poings dans mes gants de laine. Retenant les vérités qui bouillonnaient. Une fois. L'assistante s'éloigna. Et Claire s'approcha, tu as gagné. Élise. Tout pris. Mais Léa se souviendra de ma tendresse. Pas de ta haine. Haine? C'était justice. Ciselée dans le marbre de leur péché. Tendresse? Comme quand vous l'avez laissé pleurer seul après l'enterrement, répliquai-je. Voix basse. Elle pâlit. Et Léa revint. Ignorant le venin. Mes nuits étaient hantées par des visions, Claire sombrant dans la Seine. Ou pire. Moi. La poussant. La thérapeute. Maintenant une confidente réticente. Avertie, la rumination vengeresse s'épuise l'âme. Libérez-vous. Facile à dire. J'avais lu Sartre dans le métro. Son huis clos résonnant, l'enfer? C'étaient les autres. Claire était mon enfer personnel. Un rappel que la vengeance n'efface pas les cicatrices, elle les grave plus profond. Pourtant. Je planifiais la contre-attaque, des sessions éducatives avec Léa. Des livres sur les familles dysfonctionnelles. Adaptés à son âge. Parfois. Les grands font des erreurs. Mais on choisit qui on aime. Le point de rupture survint en mars. Lors d'une visite pluvieuse. Claire offrit à Léa un collier de perles au sel d'elle-même. Symbole de son ancienne gloire. Pour que tu n'oublies pas tes racines. La petite le mit. Ravie. Mais je l'enlevai doucement, pas encore. Ma chérie. Les perles pèsent lourd. Claire explosa, tu la prives de tout. Comme tu m'as privé de ma vie. L'assistante intervint. Note frénétique. Et la séance s'acheva en chaos. Le rapport suivant recommanda la suspension, comportement instable de la grand-mère. Victoire pyrrhique. Claire porta plainte. Alléguant aliénation parentale. Le tribunal devint notre arène.
Avocats s'affrontant comme des duellistes du 19e. Les audiences. Dans la salle lambrissée du palais de justice. Était un théâtre absurde. Claire, soutenue par un pro bono charitable, pleura sur l'estrade, « Je veux juste aimer ma petite fille. Élise me punit pour des fautes passées. » Mon avocat contre-attaqua avec des rapports psy, mon équilibre. Son instabilité. Des témoins défilèrent mes amis. Affirmant ma maternité exemplaire, une voisine de Claire, évoquant ses crises nocturnes. Le juge, une femme austère aux cheveux poivre et sel, trancha, suspension définitive. Avec thérapie obligatoire pour Claire. Elle s'effondra en sortant. Me fusillant du regard, « Tu es un monstre. Élise. Thomas te haïrait. » Ces mots me transpercèrent comme une dague. Rentré chez moi. Je fouillais les souvenirs, photos de Thomas riant avec moi à Lyon. Avant Paris. Avant eux. Avaient-ils choisi leur camp par peur? Ou amour tordu? La nuit. Je bus du cognac, le même que j'avais empoisonné. Et vomis ma bile. La vengeance? Je le réalisais. M'avait isolé plus qu'eux. Mes amis s'éloignaient. Sentant l'ombre, le galeriste avait fui après mes silences. Seul Léa restait. Ma lumière. Pourtant. Le climax psychologique guettait. Claire, désespérée, tenta un rapt symbolique, envoyant des lettres à Léa via l'école. Des contes empoisonnés de la méchante maman. L'école alerta. Et la police intervint, une garde à vue brève. Mais humiliante. Claire, en cellule, craqua enfin, confession complète à un psy judiciaire. Enregistré. J'ai aidé Henri pour les freins. Pour le protéger. Thomas menaçait notre empire. La preuve ultime. Transmise à moi par l'avocat. Pas pour la cour prescrite mais pour mon âme. Je l'écoutais seul. Dans le noir. Et pleurais non de joie. Mais de libération. Elle s'était autodétruite. Avouant l'irrémédiable. Libre? Presque. Mais la cicatrice saignait encore. Le printemps 2027 fleurit tard à Paris. Un renouveau hésitant qui mirore mon propre dégel intérieur. Les visites cessaient. Claire disparut dans l'oubli lyonnais. Un fantôme effacé des registres familiaux. Des rumeurs parvinrent, interné volontaire dans une clinique des Alpes. Soignant ses démons sous calmant et thérapie de groupe. Je n'appelais pas, la vengeance achevée n'exige pas d'épilogue. L'appartement. Maintenant à Havre. Vibraient des rires de Léa et de ses amis d'école. Des ateliers cuisine où nous inventions des recettes provinciales, ma revanche subtile sur les critiques passées. Paris. Avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés intemporels. Redevint mienne, promenade le long de la Seine. Exposition au Grand Palais. Un amour naissant avec une éditrice rencontrée à un salon du livre. Mais la profondeur psychologique de la prévengeance était un océan sombre. Les livres de Camus sur l'absurde résonnaient, j'avais tué non des corps, mais des illusions. Et le vide hurlait. La thérapeute. Sage comme une oracle. Diagnostiqua, syndrome du survivant vengeur. Vous avez gagné la guerre. Mais perdu la paix intérieure. Séances hebdomadaires devinrent mon rituel. Disséquant les couches, la petite Élise de Lyon. Battue par la vie. Forgée en armes par le mariage. Thomas? Un complice involontaire. Aimé malgré tout. La lettre non envoyée. Je la brûlais dans la cheminée. Cendres dispersées au vent de la fenêtre. Pardon, murmurai-je au vide. Léa. À 9 ans.
grandissait en miroir de ma résilience. Maman? Pourquoi on n'a plus de grands-parents? Demanda-t-elle un soir. Penchée sur un puzzle de la tour Eiffel. Je m'agenouillai, la prenant dans mes bras. Parce que la famille, c'est qui on choisit. Ma puce. Toi. Moi. Et ceux qui nous font du bien. Elle hocha la tête, sage au-delà des ans. Et nous dansâmes sur du Piaf. La vie en rose, transformant les ombres en lumière. Le dénouement vint inopiné. Un courrier de l'avocat de Claire, legs final. Une boîte de lettres de Thomas. Adressée à elle mais jamais envoyée. À l'intérieur. Des mots crus, regrets sur l'emprise familiale. Amour pour moi. Promesse brisée. Élise est ma force. Ne la brisez pas. La dernière. Datée du jour de l'accident, si je meurs. Vengez-moi en vivant libre. Je pleurais. Des sanglots cathartiques. Et appelez Claire au nom pour pardonner. Mais Clore. J'ai lu les lettres. Merci. Silence. Puis, je suis désolé. Élise. Pour tout. Pas d'excuses élaborées, juste ces mots. Nu. Nous ne nous revîmes pas. Claire mourut 2 ans plus tard. D'une overdose accidentelle en clinique. L'enterrement. Désert. Je n'y allais pas, envoyer des fleurs anonymes. Léa. Adolescente naissante. Compris sans mots, c'est fini. Maman? Oui. Fini. Aujourd'hui. À 39 ans. Je marche dans les Tuileries. Léa à mes côtés. Parlant d'avenir, études à la Sorbonne. Peut-être. La vengeance? Ce dragon que j'ai chevauché. J'y vaincu. Ces écailles devenues armure. Ai-je dépassé les limites humaines? Oui. Et en les dépassant, je les ai redéfinies. La vie, dans sa cruauté logique, récompense non la haine, mais la transformation. Paris. Éternel. M'embrasse de ses lumières. Et je souris vraiment. Pour la première fois. L'ombre s'est dissipée, seule la lumière reste.